Bonjour à tous. Alors que les États-Unis connaissent aujourd'hui un regain de tension raciale, revenons ensemble sur un homme qui en son temps cristallisa les rancœurs entre noir et blanc. J'ai nommé Jack Johnson, premier noir champion du monde des poids lourds. Jack Johnson voit le jour le 31 mars 1878, dans l'État du Texas, soit seulement 13 ans après la guerre de sécession qui mit fin à l'esclavage aux États-Unis. Fils d'ancien esclave, il put, grâce à ses parents, apprendre à lire et à écrire. Il se passionna d'ailleurs toute sa vie pour la littérature et l'histoire, son personnage historique préféré étant Napoléon. L'avenir est limité pour un noir dans cet ancien État sudiste, mais Jack peut se reposer sur son physique de colosse d'1,87 m pour réussir socialement. Il se met à la boxe, affronte noir comme blanc et cumule les victoires. Devenu riche et célèbre, Jack n'est pourtant pas rassasié. Son rêve ultime, devenir champion du monde des poids lourds. La chose n'est pas simple, elle est même quasi impossible. En effet, le titre de la catégorie reine de la boxe est la propriété absolue des Blancs qui y voient une bonne manière d'imposer leur suprématie sur les races dites inférieures. Ainsi, alors qu'il a affronté des Noirs avant son titre, le champion du monde de l'époque, James Jeffries, refuse catégoriquement d'affronter Johnson, par peur de voir le titre tomber dans les mains d'un Afro-Américain. Il affirme vouloir se retirer une fois tous les challengers blancs épuisés. Il tient d'ailleurs parole puisqu'il prend sa retraite en 1905 invaincu en laissant son titre vacant. 2 ans plus tard, le nouveau champion du monde, le Canadien Tommy Burns, de son vrai nom Noah Brusso, refuse également d'affronter Johnson. Mais l'opinion publique, lassée de la faible opposition blanche, fait pression sur Burns pour qu'il change d'avis. Il fait alors une proposition insensée. Il combattra Johnson contre $30 000, une somme folle pour l'époque. Il espère ainsi qu'elle ne soit pas réunie et qu'il n'ait jamais à affronter Johnson. Mais peine perdue, elle est proposée par un promoteur australien. Le combat aura donc bien lieu. Il se tient le lendemain de Noël 1908 à Sydney, en Australie. La presse ne croit qu'en la victoire de Tommy Burns et ce dernier est très confiant. Il affirme « Je battrai ce négro aussi vrai que je me nomme Tommy Burns ». Pour rappel, il s'agit d'un pseudo. Pour Jack, c'est la joie. Il va enfin pouvoir combattre pour son rêve. Devant une foule hostile et à la surprise générale, il écrase son adversaire de sa vitesse et sa puissance, l'humilie et gagne le combat. Il devient donc le premier noir champion du monde des poids lourds. Mais sa joie est de courte durée. En effet, ses détracteurs remettent en cause la légitimité de son titre. Pour eux, Tommy Burns n'est pas le vrai champion du monde. Le vrai champion, c'est James Jeffries, qui a pris sa retraite 3 ans auparavant. À l'époque, Jeffries vit paisiblement dans son ranch californien. Il est loin de la boxe, hors de forme et en surpoids. Mais là encore, le grand public va jouer un rôle considérable dans ce que l'on va nommer le combat du siècle. Pour ceux pour qui il est insupportable de voir un noir détenir le titre de champion du monde des poids lourds, Jeffries est le seul homme capable de battre Johnson. Il est l'espoir de la race blanche. Ils vont donc faire lourdement pression sur l'ancien champion qui finit par accepter le combat. Il se déroule le 4 juillet 1910 à Reno, dans le Nevada, le Las Vegas de l'époque. Comme pour Burns, l'opinion publique blanc ne croit qu'en la victoire de Jeffries, malgré la réputation et le palmarès de Johnson. Pour leur défense, il semble que Jeffries soit revenu à son meilleur niveau, ayant réussi à perdre 45 kg en quelques mois. Mais le poids des années loin du ring et son âge semblent peser lourd sur la décision du match. Il n'arrive pas à déstabiliser son adversaire. Pire, lors de la 14e reprise, Johnson lui casse le nez. Dans la suivante, il accélère le rythme et le contraint à l'abandon. Beau joueur, Jeffries reconnaîtra que même au meilleur de sa carrière, il n'aurait pas réussi à battre Johnson. La légitimité de son titre totalement acquise, Johnson semble être à l'apogée de sa carrière. C'est pourtant le début de ses problèmes. Un adversaire de taille se présente devant lui, l'État américain en personne, qui ne supporte plus ce noir trop arrogant, vecteur de troubles publics, des émeutes raciales ayant éclaté après sa victoire contre Jeffries. On va alors profiter de son goût immodéré pour les femmes blanches pour le faire chuter. À cette époque, une loi, la loi Mann, du nom du sénateur à son origine, interdit le transport de femmes blanches entre États dans le but de les prostituer. Il s'agit de lutter contre ce que l'on nomme la traite des blanches. A priori, Johnson n'est pas concerné par cette loi. Il côtoie des femmes blanches, majeures et consentantes.
Mais pourtant, elle va être utilisée par des fonctionnaires du département américain de la justice pour l'attaquer. Ainsi, la mère de sa nouvelle compagne, Lucille Cameron, une prostituée blanche de 19 ans, porte plainte contre lui pour l'enlèvement de sa fille. Une procédure est ouverte et Johnson est arrêté par la police de Chicago le 18 octobre 1912. Il est innocenté par Lucille qui affirme l'aimer, voulant même l'épouser. Devant ce premier échec, ses détracteurs publics vont passer à la vitesse supérieure. Des agents fédéraux sont chargés dans tout le pays de fouiller le passé du champion afin d'y trouver une faille. Et cette faille va avoir un nom, Belle Schreiber. Belle est une ancienne compagne de Johnson rongée par la vengeance et la jalousie. Après l'avoir incarcérée à Washington, des agents fédéraux font pression sur elle pour qu'elle témoigne contre le boxeur. Cette fois-ci, il ne peut échapper à un procès qui ouvre le 7 mai 1913 à Chicago. Belle l'accable, l'accuse d'avoir détruit sa vie après l'avoir poussée à se prostituer. Des témoins appuient ses propos. Le jury, entièrement blanc, faut-il le préciser, reconnaît coupable Johnson. Il est condamné à 1 an et 1 jour d'emprisonnement. Profitant de l'appel suspensif, il fuit en Europe avec son épouse, Lucille Cameron, dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais son statut de fugitif lui rend la vie difficile, certains États lui refusant l'accès à leur territoire. Il ne combattra qu'une seule fois sur le vieux continent. En proie à des difficultés financières, il doit envisager de combattre contre un boxeur blanc américain. Mais contrairement à ses précédents challengers loin d'être à la hauteur, on lui oppose un adversaire bien plus redoutable. Jesse Willard, un géant d'1,98 m, salarié agricole dans le Kansas. À l'opposé des combats contre Jeffries ou Burns, cette fois-ci, le favori c'est Johnson. Pourtant, Willard, de 10 ans son cadet, est en pleine forme. De son côté, Jack, vieillissant, lassé par le succès et usé par la pratique, n'a pas réalisé une préparation sérieuse. Au début du combat, Johnson, sans surprise, semble dominer un adversaire pénalisé par sa lenteur. Bien que très marqué, Willard résiste. Johnson s'émousse et à la 8e reprise, la tendance finit par s'inverser. Willard prend définitivement le dessus. À la 25e reprise, il frappe Johnson à la poitrine, un coup qui le déstabilise durement. Dans la suivante, un direct du droit l'envoie au tapis. Cette fois, Johnson est battu. Il perd son titre. 7 ans après son exil forcé, Johnson accepte de se rendre le 20 juillet 1920. Il est incarcéré. Après sa libération, âgé de 43 ans, il souhaite affronter le nouveau champion du monde Dempsey. Ce dernier refuse. Johnson continue cependant sa carrière, affrontant des boxeurs de seconde zone. Il se lance en parallèle dans une carrière de music hall. En 1946, très irrité d'avoir été refoulé d'un restaurant de Caroline du Nord, il roule trop vite sur une route nationale, rate un virage et percute un poteau téléphonique. Il meurt à l'hôpital, il avait 68 ans. Il est intéressant de remarquer que Jack Johnson n'est pas considéré comme un leader à part entière dans la lutte des droits des Noirs américains. D'ailleurs, Johnson ne se considérera jamais en tant que tel, privilégiant sa réussite personnelle. De son vivant, il ne fait pas l'unanimité au sein de la communauté noire qui lui reproche son mode de vie trop exubérant. Il reste cependant un boxeur d'exception, considéré par beaucoup comme le plus grand poids lourd de l'histoire de la boxe. Pour l'anecdote, il faudra attendre 13 ans après sa défaite pour qu'un noir concourt à nouveau pour le titre de champion du monde des poids lourds. D'autres noirs suivront son exemple et deviendront à leur tour champions du monde, comme Joe Louis en 1937, Mohamed Ali en 1964 ou Mike Tyson en 1986. Mais cela est une autre histoire. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce vert, un commentaire ou encore à partager la vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt.